J'appelle Loïc Le Floch Prigent. Merci d'être venu chez nous en premier, Loïc Le Floch Prigent. Votre livre est très important. Et d'ailleurs, Clémentine, si vous voulez vous rencarder sur la vraie vie de la République, c'est le moment ou jamais. Alors, vous avez été président de Ron Poulenc. Vous avez été président de Ron Poulenc de 82 à 86. Ensuite, chargé de mission auprès du ministre de l'Industrie. En 89, François Mitterrand vous nomme à la tête de Elf. En 93, vous êtes nommé à la tête du Gaz de France. Et puis ensuite à la SNCF de 95 à 96. Et aujourd'hui, vous êtes consultant international dans le gaz et dans le pétrole. Voilà. Alors, entre-temps, évidemment, il y a eu l'affaire Elf. Vous avez subi, je peux dire, 28 mises en examen. Oui, pas seulement. Il y a également 6 mois de prison. Et oui. Et là, vous venez de prendre 3 ans et demi ferme dans ce qu'on appelle le procès Dumas. C'est ça. Ce qu'on appelle en première instance, oui. On fait appel. D'accord. Et donc, le 16 octobre, on va dire quelle est la date du procès en appel. D'accord. Voilà, Et puis, 3 ans et demi de prison ferme, plus 2,5 millions d'amende. Plus la solidarité avec Mme de Villéjoncourt et M. Miara, qui ont pris de l'argent et qui sont partis avec. Voilà, bien. Alors, vous avez déjà fait 6 mois de détention provisoire. Un jour, vous êtes rentré chez le juge comme patron de la SNCF et vous êtes ressorti pour aller à la santé directement, quoi. Oui, à 2 h du matin. Les portes du pénitencier. Donc, ce qui vous a le plus marqué en prison, c'est les hurlements des nouveaux venus qu'on abuse sexuellement. C'est un truc qui vous a beaucoup... Oui, et que j'ai dit à ma sortie de prison. Ouais. Ensuite, les gens ont essayé de dire que c'était pas vrai. Et puis, un certain nombre de personnes ont dit, bah oui, c'est bien comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui. Et maintenant, j'ai un groupe qui s'appelle le groupe Mialet, d'anciens détenus comme moi, et nous avons de plus en plus de témoignages qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que les prisons françaises ne sont pas celles des droits de l'homme. Ouais. C'est bien que les riches aillent un peu en prison, parce que comme ça, au moins, les maintenant... riches, peut-être les puissants, mais pas les riches en ce qui me concerne. Non, mais les puissants, disons, parce que maintenant, c'est ce qui se passe, parce qu'avant, tout le monde s'en foutait, mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu quelques huiles qui sont allées en tôle, ça aide à faire connaître ce qui se passe, quoi. Oui, mais ça a toujours été le cas, hein. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'à la Libération, il y a eu des progrès dans les prisons, et c'est comme ça qu'également, en 70, il y a eu des progrès, parce qu'il y avait les 68 arts qui étaient allés. Alors, c'est dur pour vous tout ce qui arrive parce que vous êtes issu de bourgeoisie bretonne, catholique. Et vous êtes un peu atypique parmi les autres patrons parce que vous ne faites pas partie du sérail. Hein, vous n'êtes pas partie des énarques, des polytechniciens, des ingénieurs des mines. Non, moi je suis un homme de base. Je connais le terrain et je connais mon industrie. Et puis je me suis familiarisé au transport quand j'étais à la SNCF. Ça a bien marché. Vous publiez aux éditions du Cherche Midi un livre qui s'appelle Affaire Elf, Affaire d'État. Entretien avec Éric Decouty. Là, il faut que je fasse ça. Merci. Alors, en mai dernier, déjà, dans le Figaro, vous avez déclaré à cet Éric Decouty, donc il fait le bouquin avec vous, que quand vous avez raconté à François Mitterrand ce que vous aviez découvert en arrivant chez Elf, Mitterrand vous a répondu « Il faut continuer ce que le général de Gaulle a commencé ». Absolument. Donc le général de Gaulle avait créé Elf pour en faire ce qu'il était. Et le président Mitterrand avait été 7 ans à la tête de l'État. Il avait eu comme président M. Chalandon, M. Pecker. Et il ne me demandait pas de changer les choses, il me demandait de les garder. Et je les ai gardés. C'est important de le dire pour commencer. Absolument. Alors, vous parlez dans votre bouquin du système Elf. Alors évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que Elf, c'est pas seulement une société pétrolière, mais c'est aussi la diplomatie parallèle. Hein. Pour garder, disons, surtout le contrôle en Afrique après la décolonisation, c'est quand même le but de l'opération. Le grand problème de Gaulle à l'époque, et le nôtre en France, c'était de garder la place au Conseil de sécurité et garder les votes des pays francophones au Conseil de sécurité et à l'ONU. Et on a gardé. Donc, ce qu'on a appelé la France le résultat est là. Mais le résultat est là. C'est-à-dire que la France est restée au Conseil de sécurité, alors qu'à l'époque... alors que l'Allemagne n'y est pas et que le Japon n'y est pas. Oui, mais surtout, il n'était pas évident que la France y soit. Et y reste. Alors, c'est aussi une machine à dégager des fonds occultes pour financer les hommes et les partis politiques. Alors, je conteste le mot occulte et je dis opaque. Alors, c'est une grande différence. C'est-à-dire occulte, c'est personne ne le sait. Opaque, ça veut dire on ne sait pas où ça va, mais tout le monde le sait.
Et ce que je dis dans le livre, c'est qu'effectivement, le président de la République, le ministre des Finances, le Premier ministre, tous ces hauts fonctionnaires, tout le monde est au courant. Ouais. Donc c'est opaque. Ouais. Moi j'ai dit une fois dans cette émission que Elf était la caisse noire de la République et M. Jaffray a voulu m'attaquer au tribunal. Oui, bon, c'était une des caisses noires. Vous auriez dû dire une des caisses noires. Une des caisses noires. C'est ça, Philippe. Voilà, bien, alors, dans votre bouquin, vous expliquez à Mitterrand que vous versez des commissions dont vous ne savez pas où elles vont. Oui. Il n'a pas l'air surpris, lui. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression qu'il me dit, bon, écoutez, jeune homme, écoutez, vous allez un peu naïf. Vous êtes un peu naïf, quoi. Ouais. Hein, 2 mois après être nommé, je lui dis, bon, écoutez, voilà, il y a 300, 800 millions, on ne sait pas tellement où ils vont. Il sourit, il me dit, parlons d'autre chose. Ouais. C'est pas beaucoup. Alors, non, c'est pas beaucoup, parce que c'est 200 milliards de chiffre d'affaires, et c'est 0,5% de total. Donc c'est pas beaucoup. C'est important de dire ça, parce qu'on a toujours l'impression que le pognon de Elf est donné entièrement. Et c'est 2 ou 3 fois âge, donc c'est effectivement complètement marginal. Oui. Alors en fait, ce qu'on appelle le lobbying, en fait, c'est verser des bacs chiches, verser des pots de vin, ça s'appelle lobbying, c'est un terme un peu noble. Hein. C'était d'ailleurs permis jusqu'en 1997, donc dans les traités de droit financier, il était marqué bac chiche et pot de vin, et il y avait un traitement fiscal particulier quand on faisait ça à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne payait pas d'impôts sur les commissions qu'on versait jusqu'en 1997. Donc c'était un traitement normal, et on allait voir le directeur des douanes ou voir le directeur du budget pour lui dire voilà ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Alors, vous, quand vous êtes le patron, vous dites, soit je ferme le robinet, c'est-à-dire soit je distribue rien à personne, ce qui est possible, soit je veux pas savoir où ça part. Absolument. Parce que ça prendrait trop de temps. Parce que c'est les amis des amis qui donnent aux amis, tu diras, c'est un travail de bénédictin, et pendant ce temps-là, il faut faire tourner la boutique. Si vous aviez demandé à l'époque un dossier en disant où va l'argent, il y a bien des mecs chez Elf, il y a quand même suffisamment de gens. Il m'aurait dit quelque chose. Mais savoir s'ils allaient dire la vérité, ça, il aurait fallu que je passe beaucoup de temps. Et j'avais pas de temps à consacrer à ça. D'ailleurs, personne n'a de temps à consacrer à ça. Voilà, donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tous les cas, à la lecture de votre livre, évidemment, mais c'est que vous êtes un peu le bouc émissaire, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait avant vous, qui existe toujours, et c'est tombé sur vous parce qu'à un moment, il faut bien trouver un coupable. Oui, alors c'est assez pratique, effectivement, de trouver le coupable un peu atypique, qui n'est ni polytechnicien, ni énarque, qui n'est pas tellement dans les dîners en ville, dans tous les trucs. C'est bien, on est tranquille, quoi. Alors les politiques, les industriels sont mis d'accord, en disant, oui, c'est bien, le floc Prigent, c'est bien. Alors, moi, ça me plaît pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas de raison fondamentale. J'ai fait 6 mois de prison, on m'embête depuis 6 ans, on embête ma famille. Vous dites que vous êtes persécuté depuis 6 ans. Alors vous donnez des exemples, par exemple la convocation de votre belle-mère le jour du mariage de sa fille, par exemple. De ma fille. Le jour du mariage de ma fille, ma belle-mère a été convoquée. Alors, c'est créé une ambiance, c'est agréable. Et puis ensuite, le lendemain, on me convoque le jour de mon anniversaire. Alors elle dit, la juge Valérie dit, non, j'avais pas remarqué que c'était votre anniversaire. Je lui dis, on se connaît depuis 6 ans, tous les jours que je viens, on marque la date, il y a bien un problème. Puis ensuite, on me convoque 2 jours avant la sortie du livre. Et ensuite, on convoque ma femme la veille de la sortie du livre. Et puis, on la prend en retard, et puis on sait que je dois passer à 8h à France 2, et elle sort à 7h15. Donc, à part ça, il n'y a pas d'acharnement, tout va bien. Donc, en gros, ce que vous dites, vous, c'est que, est-ce qu'il y a un complot pour vous désigner, pour faire de vous une victime expiatoire? Il y a eu complot dans la mesure où la plupart des pièces qui étaient chez Elf ont, semble-t-il, disparu, n'ont pas été communiquées à la justice, et les pièces qui ont été communiquées sont celles qui ont l'air de m'accuser. Voilà. Et donc là, il y a un problème, puisque celui qui est parti avec l'argent, c'est Philippe Jaffray. Il a pris 250 millions, lui. Au moins. Enfin, il a pris, on ne sait pas combien il a pris, justement. Il serait intéressant de savoir quelle est des Mais comment il a pu prendre 250 millions? C'est-à-dire que le conseil d'administration... C'est rien, 250 millions. C'est rien, absolument. Absolument, c'est rien. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Celui qui est parti avec de l'argent, c'est lui, c'est pas moi. Moi, j'en ai pas. Ou alors il est bien caché, là, parce que ça fait 6 ans que vous galérez. Ça fait 6 ans que je galère sans l'argent. J'aurais alors là beaucoup de bêtises ou beaucoup de vertus à avoir de l'argent et à me défoncer comme je fais pour arriver à faire subsister ma famille. Alors, vous dites-vous, en fait, je ne suis pas l'acteur essentiel du truc, quoi. Vous êtes un des acteurs du truc, c'est ça? Oui, tout le système d'État est au courant, et tout l'appareil d'Elf est au courant, et il reste encore, dans Total Finaelf d'aujourd'hui, des gens qui sont au courant du système et qui peuvent l'expliquer et qui n'ont jamais été convoqués par la justice. Plus loin, c'est-à-dire que là, l'individu qui a
passé le contrat à Mme de Viéjoncourt et à M. Biarra, cet individu n'a jamais été interrogé. Et la société dans laquelle il est n'a jamais été interrogée, et ce n'est qu'hier que M. Perraudin, non pas le juge français, mais le juge suisse, a convoqué pour la première fois quelqu'un de la société qui a passé l'argent à Mme de Viéjoncourt et à M. Biarra. Fantastique. 5 ans après, non pas le juge français, mais le juge suisse se réveille en disant « Tiens, il y a une société qui a fait quelque chose ». C'est comme Sirven qu'on laisse 2 ans avant qu'il s'enfuit, quoi. Oui, je crois qu'on va plus loin, c'est-à-dire qu'on lui demande de partir. On lui demande de partir. Vous pensez que c'est l'État qui a dit... Oui, ce que vous dites, c'est l'État qui a dit à Sirven allez faire un tour, parce que si vous restez ici, ça peut... Oui, c'est embêtant, bien sûr. Autrement, il ne serait pas parti. Est-ce que la juge Eva Joly vous hait? Ah oui, clairement, oui. Ah oui, ça, je pense qu'on peut dire ça, alors sans mensonge. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à vivre avec... Eh ben non. Eh ben non, alors c'est dit très franchement, non, elle m'attire pas Mais vous beaucoup. refusez de lui parler en même temps? Ah non, j'ai refusé de lui parler parce qu'à un moment, elle a dépassé la cote d'alerte. C'est-à-dire qu'elle a, à chaque fois que je parlais, elle disait que je mentais. Donc vous avez dit maintenant, je parle plus, quoi? Je parle plus, ça a duré 4 mois. J'étais en prison et elle me convoquait toutes les semaines et je parlais pas. Mais je parlais pas, je disais ni bonjour, ni au revoir, mais je ne parlais pas. Loïc Le Floch Prigent, il y a beaucoup de révélations dans votre livre, hein. Donc on va essayer de les passer en revue. C'est vrai que c'est fort, c'est rare quand même quelqu'un de votre niveau qui a dirigé des entreprises importantes, publiques, qui d'un seul coup commence à balancer comme ça. Balancer est un mot un peu fort. Je dis, j'essaie d'expliquer au public la réalité du monde dans lequel j'ai vécu et dans lequel il vit. Et donc ça donne pas envie de payer ses impôts, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 4 sociétés que j'ai dirigées, j'ai fait gagner de l'argent aux contribuables, et que par conséquent, de toute l'affaire en question, le contribuable a bénéficié, et non pas, comme dans d'autres affaires, il y a eu un trou dans le budget. J'ai rempli le budget de l'État. Alors, vous révélez par exemple que ça serait les Saoudiens qui auraient financé la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Il est clair qu'il y a une enquête sur Sawari 2, c'est-à-dire les frégates, et que cette enquête s'est arrêtée. Alors il y a des enquêtes qui continuent, celles sur ma fortune présumée, et puis les enquêtes sur des choses intéressantes comme les frégates. Alors les frégates de Taïwan, vous avez vu qu'il a fallu quelque chose d'extraordinaire pour qu'il y ait une enquête au bout de 5 ans. Et puis les frégates de Sawari 2, l'enquête est arrêtée. Donc c'est des frégates qui ont été vendues par la France à l'Arabie Saoudite, oui, voilà, sur lesquelles il y a eu des commissions versées sur cette vente qui seraient arrivées chez Balladur. C'est-à-dire de l'ordre de 30%, de commissions. Exactement comme les frégates de Taïwan, c'est de l'ordre de 25%. Et c'était une période où M. Balladur et son directeur de cabinet, M. Bazir, voyaient régulièrement l'homme chargé des commissions du roi Fahd qui était à Paris, à l'hôtel Ritz. Donc, voilà, donc moi ce que je demande simplement dans le livre, c'est que les uns et les autres s'expliquent sur la présence de cet émissaire dans les bureaux de Matignon à une époque où les commissions ont été versées. Commissions officiellement versées, puisque elles ont subi le même traitement que les commissions pétrolières, c'est-à-dire qu'elles ont été visées par le ministre des Finances. Édouard, si tu nous regardes. Bon, ça c'est la première balance. Ensuite, il y a la FIBA. Alors ça, c'était la banque du groupe Elf qui est aujourd'hui fermée. Alors vous, c'est génial. Quand vous étiez patron de Elf, vous pouviez aller à la FIBA, preniez 100 000 balles, 200 000 balles. J'y allais pas. Je n'y allais pas, mais si vous pouviez le faire. Je pouvais le faire, oui, et incontestablement, dans un certain nombre de cas, il fallait que je le fasse. Alors, on peut expliquer quels sont les cas. Bon, c'est des cas qui sont pas tout à fait déshonorants, mais je crois que les gens... C'est-à-dire que lorsque j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ce soir dans le poste qui doivent se dire quand même c'est génial. Lorsque vous avez une situation difficile dans un pays, et qu'en particulier, il y a des types qui se sont fait arrêter et qui sont dans un pays un peu exotique. Bon, il faut les sortir. Bon, alors on ne les sort pas par les jugements. On les sort, on n'a pas une petite valise et on les sort. Et voilà, et j'ai fait ça. Alors, est-ce que c'est déshonorant? Je ne trouve pas. Non. Alors il y a Biderman aussi dans votre bouquin. Biderman, c'est le frère de Régine. C'est celui par qui tout a commencé. Hein. Alors c'est le pouvoir politique, vous dites, au plus haut niveau, qui vous a demandé de l'aider. Oui, absolument. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique quoi? Des jeans, non? Il est essentiellement sur la couture homme. Et il a eu le génie à un moment de transformer Courage, Kenzo et compagnie dans le prêt-à-porter masculin. Comment le pouvoir politique peut vous demander à vous d'aider Biderman? Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a 5 000 emplois répartis sur tout le territoire, dans un nombre d'usines absolument incroyable, et le nombre de gens qui sont liés
à l'entreprise Biedermann à 200 emplois ici, 100 emplois là, est considérable. Pourquoi c'est pas le ministère de l'économie, par exemple? Pourquoi on demande à Elf d'aider un fabricant de costumes? Parce qu'il y a des fonds chez Elf qui aident depuis l'origine l'industrie française en général. Il y a 400 lignes différentes qui aident l'industrie. Vous aidez Hermès, vous aidez Vuitton, vous aidez... enfin, il y avait toutes ces lignes et il suffisait de rajouter une ligne. Donc le ministère des Finances... Et le chauffeur de Chirac donne tout ça. Elle veut lui répondre, Bernadette. C'est vrai? Ouais, Bernadette, si elle veut venir lui répondre. Hein. Alors, donc Chirac vous le demande, Strauss-Kahn vous le demande, Bérégovoy vous le demande. Tout le monde. C'est un dossier qui... Il faut aider Biedermann. Voilà. Hein? Voilà. En fait, ce que vous dites surtout, c'est que Strauss-Kahn se prépare un point de chute pour quand il sera plus ministre, quoi. Lui ou son entourage, je ne sais pas. Mais enfin, disons que quand on fait une lettre quelques jours avant les élections en disant il faut aider Biedermann, on a une idée à la tête alors qu'on sait qu'on va perdre des élections, c'est clair. Non, c'est incroyable. Donc le mec, il sait qu'il va plus être ministre, dit qu'est-ce que je vais foutre la semaine prochaine, donc il faut aider mon pote pour qu'il me file du boulot après. Lui ou quelqu'un de son entourage, je ne sais pas. La lettre a été signée Strauss-Kahn quand même. Absolument, oui. Mais il s'en sort mieux que vous, hein, Strauss-Kahn, quand même. Ah oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Parce que finalement, mais je m'en sors avec lui. Non, mais je m'en sors avec lui. Vous savez pas que je m'en sors avec lui. C'est-à-dire, vous n'avez pas su que, puisqu'il a eu un non-lieu, j'ai eu un non-lieu aussi. Oui, bien sûr. Alors, Chirac aussi vous demande donc d'aider Biedermann, et un jour, il y a une réunion, un rendez-vous secret. Chirac, Sirven, donc le distributeur d'argent de Elf, François Pinault, qui est un industriel bien connu, pour renflouer l'usine de Bort-les-Orgues, qui est dans la circonscription de Chirac. C'est-à-dire que là, Chirac dit, bah oui, moi, il faut que ça marche dans mon quartier, là-bas, en Corrèze, donc vous pouvez pas aider un peu... Ils font tous comme ça. C'est-à-dire qu'au moment des élections, ils voient qu'une usine est foutue, alors ils viennent et puis ils disent, il faut absolument la sauver le temps des élections. Et là, ils disent, il faut que Elf donne 5-6 millions de francs. Ah, il faut que Elf et Pinault donnent de l'argent et ils se débrouillent pour... Alors ça fait un passage par Biedermann qui passe des commandes à l'usine de Bort-les-Orgues pour artificiellement permettre son activité pendant quelques années, le temps que les élections passent. Alors la mairie de Paris, vous dites, elle était chez elle, chez Elf, c'est table ouverte. Je crois qu'il est clair que Elf était gaulliste en majorité et que la mairie de Paris ça remonte à Guillaume et tout ça. Ça remontait à Guillaume et de Gaulle, donc les habitudes étaient là et c'était même incongru de poser des questions. Quoi. Mais vous aidez aussi, vous, SES Racisme, Amnesty International, si vous n'êtes pas sectaire. C'est du point de vue personnel. J'ai aidé dans tous les postes que j'ai occupés SOS Racisme et Amnesty International. Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à filer du pognon à tout le monde, autant en filer à ceux qui font du bien. Alors, Jospin, vous ne l'attaquez pas directement, mais vous lui reprochez quand même d'avoir laissé condamner Emmanuelli dans l'affaire Urbac-Raco. Oui. Parce qu'il était patron du parti, vous dites quand même, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Absolument, oui. On ne peut pas à la fois dire tout ce qui s'est passé chez Elf, le FOC était au courant. Et puis taper sur le clou, et puis soudain se dire, ben voilà, j'étais secrétaire général d'un parti, mais moi je n'étais pas au courant. C'est un peu contradictoire. Vous dites Jospin en hypocrisie, les numéros 2 derrière Balladur. Oui, c'est ça, je les mets dans cet ordre. Sympathique. Et là on arrive à la grosse affaire quand même, la raffinerie Lena, ça c'est énorme quand même, c'est-à-dire qui a été rachetée à l'Allemagne par Elf. 256 millions de francs de commission. C'est rien. C'est rien, ça fait 25 milliards. T'as pas compris? Moi je compte en ancien franc. T'as pas la notion, de l'argent. Mais Elf a reçu 6,6 milliards de subventions de l'Allemagne. Et elle a dû reverser 256 millions de commissions sur les 6,6 milliards qu'elle a reçus. Donc encore une fois, le contribuable a gagné 6,6 milliards moins 256 millions, c'est-à-dire 6 milliards 300 et quelques. Voilà. Donc le contribuable, lui, n'a rien payé. D'accord. C'est l'argent des Allemands qui a été un petit peu amputé, voilà. Pour les Allemands. C'est ça qui se fait en politique. Alors, cette histoire de commission donc reversée, on a dit donc Helmut Kohl, tout le monde est au courant. Oui. Vous en parlez à Hubert Védrine. J'en parle à tout le monde parce qu'on fait du lobbying, et je dis on fait du lobbying et tout le monde est au courant, bien sûr. Mitterrand le premier et tout le monde. Védrine, Guigou, Elisabeth Guigou au courant. Mais bien sûr, n'imaginez pas qu'un président de société nationale peut ne pas mettre au courant le système d'État d'une commission de 256 millions. Ça n'existe pas. Expliquez-moi un truc, quand vous les mettez au courant, vous leur faites pas une lettre? Ah non, du tout. Vous les appelez, vous les voyez? Je les vois, oui. Vous leur dites, voilà, on va filer 256 millions. Non, je leur dis pas 256 millions. Je leur dis, on fait du lobbying, c'est la seule manière de faire. On fait du lobbying, c'est l'expression pour dire bakchich. Absolument. Donc là, on vient de voir toutes les commissions. Et alors, il y a l'enrichissement personnel. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas parti avec 250 millions comme Jaffray, c'est clair.
Vous aviez quoi, 100 000 balles par mois, vous dites? Oui. Hein? Oui. Pas énorme. C'est-à-dire par rapport à mes collègues du pétrole, c'est de l'ordre de 10% ou 5% de ce qui touche. Ah oui. Dans le pétrole, normalement, les gens... D'ailleurs, Jaffray lui-même, dès qu'il arrive, touche 250 000 francs par mois. Et 2 ans après, il se prend 500 000 francs à 600 000 francs par mois. Ouais. Donc, et vous, 100 000 Oui, c'est con de ne pas avoir fait l'ENA. C'est con de ne pas avoir fait l'ENA, c'est ça. Il faut mieux avoir fait l'ENA. Alors, donc vous ne gagnez pas beaucoup d'argent quand vous êtes patron de Elf, pas beaucoup d'argent, mais la carte bleue, c'est y aller quand même. À peu près l'équivalent. C'est-à-dire que sur la carte bleue, c'était American Express, je ne sais pas si on fait de la réclame pour... Peu importe. Si on fait de la réclame pour une marque, ça ne sera jamais aussi grave que tout ce qu'on vient d'entendre. Ce qui était admis pour le président d'Elf, pour mes prédécesseurs, comme pour moi, c'était de l'ordre de grandeur du salaire, et qui était vu et par le ministre des Finances. Enfin, il n'y avait rien encore d'occulte. Ça a toujours été le cas. Vous dites que Chalandon était l'homme le mieux habillé de France. Bien sûr, oui. Dumas, lui, c'était les bottines. Non, vous payez l'essence? Non, on n'a jamais payé l'essence. Mais il y avait beaucoup de gens qui ne payaient pas l'essence. Tous les ministres de l'industrie à travers ne payaient jamais l'essence. Quand ils avaient été ministres de l'industrie un jour, et tous les premiers ministres ne payaient pas d'essence. Ah oui, c'est vrai que normalement, quand on était patron de Elf, on a droit à un chauffeur, un bureau, une secrétaire à vie. Sauf moi. Mais c'est incroyable, ça. Sauf moi, parce que j'ai eu un vote au conseil d'administration quand j'étais en prison d'un certain nombre de grands esprits. C'est scandaleux. Et voilà. Donc, mais tous les autres l'ont, bien sûr. Les mecs, ils ont été patrons de Elf toute leur vie. Ils ont une voiture, une secrétaire. C'est pour beaucoup. Moi, je trouve ça normal. C'est pour beaucoup ce qui arrive. C'est pour beaucoup ce qui arrive dans la plupart des sociétés françaises. Alors aujourd'hui, vous avez quoi? Vous dites 3 millions de francs. C'est ça, oui. C'est votre fortune. C'est ma fortune. Marqué après avoir dirigé toutes les grosses boîtes que vous avez dirigées, c'est pas énorme. Je suis l'ex-président le plus pauvre de France. Mais encore par rapport à l'ensemble des Français, c'est être riche. Donc je ne me plains pas. Je constate simplement que lorsque l'on parle de moi, il faudrait éviter de parler d'un patron riche, parce que par rapport à mes collègues, non. C'est pas énorme. Alors, vous confessez quand même quelques erreurs. Hein. Bien sûr. Oui. L'achat de cette propriété-là, les Génettes, là, 2,5 millions de francs. Alors vous dites quand même, là, c'est pas très crédible. Vous dites, c'est Sirven qui l'a acheté sans me le dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous dites c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. Mais Sirven a trouvé le pognon. Et je l'ai acheté 4 millions. Et c'est moi qui l'ai acheté. Avec ma mère. Donc je l'ai acheté. Et puis, 6 ans après, on vient de dire, vous savez, il y a le propriétaire qui a reçu 2 millions de Sirven. Du premier Noël. Et donc nous en sommes restés là. Mais moi, je l'ai acheté 4 millions pour une propriété qui aujourd'hui vaut à peu près ça et qui valait à l'époque 2,5 millions. Donc j'avais déjà surpayé. Il n'y avait pas de raison fondamentale que je la surpaye encore. Donc, mais pourquoi Non, mais attendez, Loïc, pourquoi Sirven, sans vous le dire, va donner de l'argent au propriétaire de la maison? Il connaissait le propriétaire, peut-être avait-il une autre affaire avec lui. On ne l'a jamais entendu. Il faudra qu'il s'explique sur le sujet. Alors, il y a votre épouse quand même. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur, vous êtes d'accord? Absolument. Hein? C'est-à-dire... si, mon ex-épouse, c'est l'erreur. Il dit que c'est mon épouse actuelle, non, mais l'épouse de cette période, oui. Je suis resté 9 mois marié, mais c'est 9 mois Fatima Belaïd, donc elle utilisait beaucoup la carte de crédit de Elf. Un peu trop. 300 000 balles de robe, quand même. C'est bien. Le fisc est passé, ne vous inquiétez pas. On vous l'a réintégré, Pour le contribuable, que le contribuable ne se vexe pas. Vous avez raison de penser au contribuable, parce que ce soir, les contribuables, ils doivent être bien énervés devant la télé. Il n'y a pas de problème. Pour le contribuable, pas de problème. Mais pour moi, il y a un problème, effectivement. Ceci n'aurait pas dû être fait. Alors, les 19 millions de francs qu'elle a touchés lors du divorce, qui les a payés? Il n'y a pas lors du divorce. C'est-à-dire, lors du divorce, personne n'a touché quoi que ce soit. C'est 4 ans après qu'elle reçoit cette somme, après le divorce. Moi, je n'ai plus aucune relation avec elle. C'est encore votre ami Sirven qui est... Depuis 4 ans, et c'est mon ami Sirven. C'est un bon copain, Sirven. Et l'appartement à Londres? Ça, c'est première nouvelle. C'est un appartement à Londres. On ne sait jamais s'il appartient à la femme ou à Biderman. On n'en sait rien. Ah oui, d'accord. C'est très compliqué. Il y a un appartement à Londres qui rôde. Alors bizarre. Il n'est pas à vous, l'appartement. Là, je crois que même Derrick, il serait perdu, là. Ah oui. Pourtant, il est fort. Alors, il y a eu beaucoup de réactions déjà sur votre livre, ça fait du bruit. Le gouvernement allemand a demandé que soit versé au dossier votre livre dans l'affaire Le Nap. Oui, je suis content parce que j'ai pas le droit d'aller en Allemagne depuis 6 ans. On me laisse pas rencontrer les Allemands qui veulent me voir. C'est vrai qu'on vous confie votre passeport facilement. Oui, c'est ça, très bien. Autre réaction, Védrine et Guigou qui disent qu'ils sont pas au courant. Ils sont jamais au courant de rien, c'est normal, ils sont ministres. Ouais. Ils sont jamais au courant, les ministres sont jamais au courant.
Hein? Donc ils disent que vous leur avez jamais dit que j'allais verser... Bien sûr, bien sûr. Quand j'ai parlé de lobbying, ils ne savaient pas qu'il fallait traduire lobbying par chez pot de vin. Ça, c'est normal. Donc aujourd'hui, c'est votre parole contre la leur. Oui, bon, enfin, disons qu'on peut aussi dire que le secrétaire général de l'Élysée ne peut pas ne pas être au courant du fait que je suis allé voir le président de la République pour lui dire voilà ce qui s'est passé. Et je ne peux pas, en tant que président d'une société nationale, faire évader 256 millions, entre guillemets, sans que le système d'État soit au courant. On peut charrier quand même. On peut faire des choses, mais pas n'importe quoi. Alors François Pinault lui dit qu'il n'a jamais participé à la réunion avec Chirac, oui, Sirven et Biderman. Il faut faire l'enquête sur Bord-les-Orgues. Il faut faire l'enquête sur Bord-les-Orgues. C'est-à-dire l'enquête sur Bord-les-Orgues aurait pu être commencée le 26 juillet 1996, lorsque Biderman a été entendu par un homme joli et qu'il a dit oui, Chirac m'a demandé d'aider Bord-les-Orgues. Voilà, on aurait pu faire l'enquête, on n'a pas faite depuis 5 ans, maintenant il faut la faire. Vous éteignez chez vous et ici aussi. Loïc Le Floch-Prigent, pouvez-vous jurer que ce que vous affirmez dans votre livre est vrai? Oui. Vous le jurez? Oui. On rallume. Voilà.